Et un jour, alors que Vespini venait d'atteindre l'âge de raison, son père, le riche éleveur, est allé comme tous les matins à l'enclos pour sortir les bêtes. Et là, il s'est aperçu que plusieurs dizaines d'entre elles étaient mortes. Il s'est dit, bah, Simveni Kamiafora, ça arrive parfois. Et il s'est dit qu'il allait les remplacer. Mais le lendemain et les jours qui ont suivi, ce n'étaient plus des dizaines de bêtes, mais des centaines de bêtes qui mouraient. Et au bout de quelques jours seulement, tout son cheptel était anéanti. L'homme était là à contempler le désastre, les enclos vides, les champs alentours vides, quand un vieillard est passé par là et lui a demandé ce qui semblait tant l'affliger. L'homme a répondu qu'il avait perdu toutes ses bêtes, qu'il était ruiné et se demandait comment il pourrait les remplacer. Alors le vieillard lui a dit « Il ne te servira à rien de remplacer tes bêtes, car toutes mourront les unes après les autres. C'est sans doute un de tes enfants qui porte malheur. » « Un de mes enfants, a dit l'homme, j'en ai 8, comment savoir ? » « C'est très simple, a dit le vieillard. Ce soir, tu entreras dans leur chambre et tu regarderas dans quelle position ils dorment. Et si tu vois que l'un d'eux dort sur le côté, les mains entre les genoux, alors tu comprendras que c'est lui qui porte malheur et il te faudra le chasser. Le soir même, l'homme a attendu que ses enfants soient profondément endormis et il est entré à pas de loup dans la chambre avec sa petite chandelle. Il y avait 8 lits alignés. Il s'est approché du premier lit. D'une main, il soulevait l'édredon, de l'autre, il levait haut sa chandelle. Non, ce n'était pas cet enfant-là. Il s'est approché du deuxième lit. Ce n'était pas lui non plus. Puis, totrito, totetarto, topemto, toecto, toevdomo. Toujours rien. Et en s'approchant du 8e lit, tremblant, il a soulevé l'édredon, il a levé haut sa chandelle. Et là, il s'est aperçu que c'était Vespini, sa petite Vespini qui dormait dans la position funeste. L'homme était désespéré. Il n'a pas fermé l'œil de la nuit. Il ne voulait pas se séparer de sa petite Vespini préférée, mais il avait beau tourner et tourner le problème dans sa tête. Il n'y avait rien à faire, et toujours les paroles du vieillard lui revenaient. Aftotopedi, taprepinato dioxis aptospiti. Cet enfant, il te faudra le chasser. Au petit matin, l'homme avait pris sa décision. Il allait confier l'enfant à son valet de ferme qui allait tous les jours dans la forêt pour couper du bois. Ainsi, il l'installerait dans une petite chaumière et lui apporterait à manger. Il est allé le trouver, il lui a confié le malheur qui le touchait et il lui a donné toutes ses instructions. Et puis, il est allé trouver Vespini. Et il lui a dit, aujourd'hui, tu vas aller jouer dans la forêt avec notre valet de ferme. Vespini, confiante, est partie. Le valet de ferme marchait devant, à grandes enjambées. Il portait sur l'épaule sa hache et au bout de l'autre bras, il tenait un panier rempli de provisions et une gourde pleine d'eau. Et tout en marchant, il réfléchissait. Et il se disait, pourquoi me fatiguer ? Pourquoi est-ce que j'irais m'occuper d'une gamine qui porte malheur en plus ? Non, je vais l'abandonner dans la forêt. Ah, je dirais que je l'ai perdue. Ah, mieux, je dirais que les bêtes sauvages l'ont mangé. C'est sûr, les bêtes sauvages n'en feront qu'une bouchée. Et Vespini suivait toujours, confiante. Arrivé au cœur de la forêt, l'homme s'est arrêté. Il a accroché le panier et la gourde d'eau à une branche d'arbre, et puis il a dit à Vespini de l'attendre. Il allait couper du bois, et il s'est éloigné. Il est allé couper du bois, en effet,
Et puis, au fur et à mesure que le temps passait, il s'éloignait de plus en plus loin. Et Vespini s'était absorbée dans son jeu. Et il était tellement absorbée qu'elle n'a pas vu que la lumière commençait à baisser, que la journée allait se terminer. La gourde frappait contre le tronc de l'arbre, elle semblait entendre le coup de hache sur le bois. Et puis la lumière baissait de plus en plus, le vent s'était levé, le panier grinçait, et la petite a commencé à avoir peur et à appeler. « Hé, Parayemas Pukovistaxila, viens me chercher, toi qui coupes le bois !» Mais pour toute réponse, elle n'entendait que le souffle du vent dans les arbres. Alors elle s'est mise à courir dans la forêt en appelant. Elle trébuchait, elle tombait, elle se relevait, elle courait toujours. Les branches lui frappaient le visage, les ronces lui déchiraient ses vêtements, et elle a couru, toute la nuit, elle a couru jusqu'au petit matin. Et au petit matin, enfin, elle est sortie de la forêt. Et au loin, elle a vu les premières maisons d'un village. Elle était sauvée. Elle s'est approchée, le soleil commençait à se lever. Un couple de paysans était dehors en train de s'occuper de ses bêtes. Quand ils ont vu cette petite approcher, ils l'ont accueillie aussitôt. Elle avait ses vêtements déchirés, mais les vêtements étaient d'une belle étoffe. Elle devait être d'une bonne famille. Elle avait dû s'égarer dans la forêt. Et ils l'ont recueillie chez eux. Ils lui ont offert à manger et elle est restée dormir. Mais le lendemain matin, toutes leurs bêtes étaient mortes. Alors ils ont chassé Vespini. Vespini a compris alors pourquoi son père l'avait envoyée dans la forêt. Elle a traversé le village, ne sachant pas quoi faire. Et au bout du village, il y avait une autre maison et un couple de paysans aussi qui l'a accueillie, qui a voulu l'accueillir chez eux, mais Vespini faisait non de la tête. Apokliete, deprepi. Non, il ne faut pas, je porte malheur, disait-elle. Ah, vlakies, des bêtises. Et à force d'insister, la petite est restée chez eux. Mais le lendemain matin, au réveil, toutes leurs bêtes étaient mortes et ils ont chassé Vespini. Elle a commencé à errer alentour et la rumeur s'est répandue dans le village. Plus personne ne lui donnait à manger. Et à chaque fois que quelqu'un la rencontrait ou la croisait même de loin, il se signait et rentrait vite chez lui se barricader. Et Vespini errait, elle ne voulait pas se résoudre à aller dans la forêt, elle avait trop peur. Or, un peu à l'écart du village, vivait une veuve. Et quand la rumeur qu'une petite errait alentour et portait malheur est arrivée jusqu'à ses oreilles, alors elle est partie à sa recherche. Elle n'a pas mis longtemps à la trouver, non. Vespini s'était réfugiée dans un arbre creux. Elle, mi fovasse, viens, n'aie pas peur. Mais Vespini n'osait pas. Finalement, elle est sortie, mais elle était tellement faible qu'elle s'est évanouie dans les bras de la veuve. La veuve l'a apportée jusque chez elle. Elle lui a préparé une bonne soupe roborative de trachana. Et puis, elle lui avait préparé un bon lit douillet. Mais le lendemain, au réveil, toutes ses bêtes étaient mortes. Pourtant, la veuve n'a pas chassé Vespini, non? Elle lui a dit « Le mal est fait, mais ce n'est pas ta faute, c'est ton destin qui est mauvais. » Et Vespini est restée avec la veuve. La veuve n'avait plus de bêtes, mais elle avait un potager, et toutes deux cultivaient le potager, ça leur suffisait pour leurs modestes besoins. Ainsi, des années ont passé encore. Et Vespini est devenue une jeune fille. Et un jour, alors qu'elles étaient toutes les deux assises sur le muret du potager à contempler la course des étoiles dans le ciel, la veuve s'est tournée vers Vespini et elle lui a dit « Le moment est venu.
le moment est venu pour toi de changer ton destin. Demain, je te donnerai un panier que tu rempliras de glicas, de gâteaux, de brioches, de biscuits, et tu prendras le chemin qui va vers l'Ilio Vassilema, vers le soleil couchant. Tu iras jusqu'à la croisée des chemins. Là, il y a une tour haute qui semble inhabitée, mais c'est là que vivent les moires, les fileuses de destin. C'est là qu'elles filent le destin de chacun. Tu frapperas à la porte. Elles n'aiment pas être dérangées, elles te chasseront. Tu appelleras et tu demanderas à celles qui filent ton destin de bien vouloir te le changer. Elles te chasseront. Mais dis-leur que tu leur as apporté des douceurs. Et ne pars pas tant qu'elles n'auront pas mis dans ton panier ta part de chance. Le lendemain matin, Despini a pris le panier rempli de douceur. Elle a emprunté le chemin vers l'Ilio Vassilema jusqu'à la croisée des chemins. Et là, devant cette tour haute aux murs épais, sombre, elle a frissonné. Elle s'est approchée de la porte, mais devant le heurtoir, elle a hésité. Elle a reposé le fermoir qui a fait un tout petit clic. Et aussitôt, une voix de l'intérieur lui a dit « Fille, attends !» Elle a appelé doucement « Eh, mira ton miron, que mira, fille !» La petite était sur le point de rebrousser chemin, mais elle s'est souvenue de ce que lui avait dit la veuve. Il faut leur donner le panier. Alors elle a dit de sa petite voix toute douce « J'ai des douceurs pour vous. » Et puis elle est restée là, plantée, à attendre. Elle a attendu des heures. Et puis, à un moment donné, la fenêtre à côté de la porte, qui était fermée par un volet, s'est ouverte. Une main est sortie, a saisi le panier qui a disparu à l'intérieur. Et puis, quelque temps après, le panier est réapparu. Il avait été vidé de son contenu et à l'intérieur, il y avait des crottes. La petite est rentrée chez la veuve, la mine défaite. « Mais Birasi, c'est pas grave. Demain, tu retourneras. » La petite Despini, le lendemain, est retournée à la tour des moires et, même scénario, elle est revenue avec son panier rempli de crottes. Alors la veuve lui a dit « Mais dis-moi, quand tu vas à la tour des moires, il faut demander vraiment, insister. » Alors le lendemain, Despini a pris son panier et son courage à deux mains. Elle a pris le chemin vers l'Ilio Vassilema jusqu'à la tour des moires et là, d'un pas décidé, elle est allée frapper à la porte. Et elle a commencé à crier « Mira, mira, ton miron, Camila !» La porte s'est ouverte en grand et dans la pénombre, elle a aperçu une moire qui filait. « Elle, viens, ne reste pas sur le seuil. » La petite, timidement, est entrée. Elle s'est approchée de la moire, elle a attendu son panier. Le panier a été vidé de son contenu et à l'intérieur, la moire y a mis une petite bobine de fil de soie. Despini a remercié et elle a couru, peut-être que, pour ne pas que la moire change d'avis, elle a couru tout le chemin jusque chez la veuve et elle lui a dit « Kita, regarde ce qu'elle m'a donné !» « C'est bien, a dit la veuve. « Garde cette bobine de soie, elle te servira un jour. » Et des semaines ont passé, encore des mois. Et un jour, la veuve a été invitée au mariage d'un parent éloigné, d'un vague neveu, d'une riche famille. Elle a dit à Despini « Prends ta petite bobine de soie. » Et quand elles sont arrivées au village où allait être célébré le mariage, tout le monde faisait grise mine, en particulier les fiancés. Il faut vous dire qu'à l'époque, on mariait les terres et non les jeunes gens.
Et tout le monde était à la recherche de fils de soie, car la tradition veut qu'on attache les couronnes des mariés avec des fils de soie. Mais il n'y en avait nulle part. Allez savoir pourquoi. La veuve alors a dit, mais Respini a ce qu'il vous faut. Et en s'adressant à son neveu, elle lui a dit, mais que lui donneras-tu en échange? Le jeune homme a répondu, eh bien, je donnerai l'équivalent en or du poids du fil. Qu'on apporte une balance. On a apporté une petite balance d'orfèvre, on a posé sur le plateau quelques bouts de fil de soie, aussitôt le plateau s'est affaissé. On a mis sur l'autre plateau de la balance des pièces d'or. Mais on avait beau rajouter des pièces d'or, la soie était plus lourde. Le jeune homme, intrigué, a demandé à ce qu'on apporte une autre balance, une grosse balance pour peser les bêtes. On a mis le fil de soie, le plateau de la balance s'est affaissé. On a ajouté des sacs d'or, et on avait beau ajouter des sacs d'or, toujours la soie était plus lourde. Alors le jeune homme a demandé à ce qu'on enlève tous les sacs de soie, d'or. Et puis il s'est installé lui-même sur la balance. Et aussitôt, le plateau sur lequel se trouvait le fil de soie a commencé à remonter doucement, 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 jusqu'à se trouver en parfait équilibre. Le jeune homme alors est descendu de la balance, il s'est tourné vers Respini et il lui a dit « Sans doute, cela veut dire que nous étions destinés l'un à l'autre. Et maintenant que nous avons le fil de soie, la cérémonie peut commencer, mais c'est toi que j'épouserai. » Les noces ont duré 40 jours, 40 nuits. La veuve est rentrée chez elle et ils ont vécu heureux. En Grèce, il y a une formule très belle qui dit Aftisis anekala, ils ont vécu heureux, kemis kalitera, et nous, encore mieux. Avoir choisi le conte populaire de transmission orale pour représenter la Grèce nous a remplis de joie. En effet, le conte est un genre extraordinaire, tout à fait exceptionnel, qui transmet ses paroles, ses messages par des images. Ce sont des images qu'il crée, fortes, symboligènes, qui nous habitent, traversant les cultures, toutes les frontières, toutes sortes de frontières, les frontières géographiques, nationales, linguistiques, même les frontières ethniques ou les classes sociales, ou toutes sortes de frontières. Le conte oral voyage de bouche à oreille à travers le temps. Et c'est en sa qualité de grand voyageur historique qu'il peut représenter la Grèce ce soir. Nathalie Procoris et Urania Rambopoulou, avec ses sons si mélodieux, nous ont donné une très belle représentation de deux versions de contes où on présente deux héroïnes. Ces deux contes ont connu une grande popularité en Grèce. Moi-même, j'avais trouvé beaucoup, surtout 180 versions, disons, de contes des sœurs, mais que Nathalie nous a raconté un peu différemment que la version que j'avais moi retenue pour mon livre. Donc je vais, en essayant de faire le commentaire tout à l'heure, à montrer les différences qu'il peut y avoir dans un conte. C'est une belle occasion de montrer comment, quand certains motifs sont édulcorés, on revient à la version qui n'est pas édulcorée, et là on voit la force et la dureté du conte. Je vais commencer donc par vous parler de ces versions de contes que nous venons de voir, et ensuite l'écrivain Leslie Kaplan, ici présente, auteur de nombreux romans et pièces de théâtre, interviendra à son tour dans les résonances de ces deux récits.
Απάνω στη μαύρα μου μάτια, απάνω στη τριανταφύλια, χτίζει υπέρδικα φωλιά. Χτίζει μαύρα μου μάτια, χτίζει υπέρδικα φωλιά, συμβαίνω βγαίνουν τα